Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Surmonter les épreuves de la vie quand c'est trop lourd à porter. Dans ce nouvel épisode, j'avais vraiment envie de faire un focus sur ces fameuses épreuves de la vie que tout le monde traverse et surtout de proposer un chemin, vraiment quelque chose de pas à pas, de très structuré pour être face à ces épreuves, avec ces épreuves et réussir à en tirer, si on peut dire, le meilleur. Je vais poser dans cet épisode un certain nombre de questions et je vais y répondre. D'abord, pourquoi des épreuves? Pourquoi la vie n'est pas plus simple? Alors, toutes ces questions sont des questions que les personnes que j'accompagne me posent très régulièrement. Deuxième question, quels sont les pièges qu'on commet habituellement face aux épreuves de la vie? Pourquoi on n'est pas tous en permanence en train d'apprendre et du coup, pourquoi on subit toujours le même type d'épreuve? Pourquoi on reste dans des schémas? Autre question, comment éviter les écueils? L'écueil du tout positif et l'écueil du tout négatif. On bascule dans ces extrêmes, d'une extrême à l'autre, notamment si on s'intéresse au développement personnel. On peut aussi tomber dans cet écueil du tout positif. Donc, comment les éviter? Comment rester dans l'équilibre? Autre question qu'on me pose souvent, comment savoir si on doit juste apprendre ou si on doit changer quelque chose autour de nous? Autrement dit, est-ce que notre solution doit simplement être intérieure? Est-ce que notre solution doit simplement être extérieure? Comment savoir? Et dernière question que je trouve très intéressante et très importante, c'est accepter, parce qu'on parle beaucoup d'acceptation et que probablement si tu écoutes cet épisode, eh bien, tu as déjà entendu parler d'accepter les épreuves, d'accepter le négatif, d'accepter les émotions. La question que je pose ici, c'est accepter. Est-ce que c'est toujours vraiment la meilleure réponse? À quel moment est-ce que c'est juste d'accepter le négatif? À quel moment, au contraire, il faut plutôt nourrir et cultiver le positif? Pour simplifier, je parle de positif-négatif, mais attention, bien sûr, ça reflète une tendance que nous avons de notre mental à classer ce qui nous arrive, et bien sûr, je vais en reparler. Donc voilà toutes les questions auxquelles cet épisode va répondre, et surtout cette question, bien sûr, la question du titre, quel est le chemin? Comment surmonter ces épreuves, et notamment quand c'est trop lourd à porter? Trop lourd à porter, principalement si on est hypersensible ou de manière générale si la charge émotionnelle est très lourde, si elle nous plombe, si elle nous prend notre énergie et qu'on a vraiment l'impression d'être submergé. Alors d'abord, de quel type d'épreuve je parle dans cet épisode? Je parle de toutes les épreuves de vie. Toutes les épreuves de vie, c'est-à-dire ces situations désagréables que l'on vit, qui marque comme une fêlure en nous, qui enfonce un clou, qui rajoute une couche de difficultés. Alors ça se manifeste en fait de plein de façons différentes. Ça peut être des ruptures dans notre vie, avec des proches, avec une relation, c'est des crises de vie.
en général, des transitions qui sont difficiles, des expériences qui sont douloureuses, qui créent de la souffrance, des trahisons qu'on a subies, des blessures, ça peut être aussi des maladies, ça peut être également bien sûr la perte d'être cher, même si pour certains points que je vais aborder dans l'épisode, eh bien, il y a des choses qui s'adapteront moins, notamment cette notion de changer. On ne peut pas changer, il y a des situations qu'on est forcé d'accepter. Maintenant, on a toujours le choix, bien sûr, de notre réaction, et donc on se concentrera là-dessus. Donc voilà pour les types d'épreuves, ça concerne vraiment tous les moments désagréables de notre vie. Alors, première grande question à laquelle j'ai promis de répondre, c'est pourquoi des épreuves ? Pourquoi la vie n'est pas plus simple ? Ce serait pas plus cool si on s'épargnait en fait ce lot de souffrance, si on vivait simplement sur Terre, dans notre lumière, dans nos plus belles qualités, dans la plus belle expression de qui on est ? Eh bien, moi, quand on me pose cette question, je réponds toujours « Pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi êtes-vous en train de faire cette démarche ? De travail intérieur, d'exploration intérieure. En réalité, ce qui nous pousse à faire ce travail de reconnaissance de qui on est, de libération de nos poids, c'est la souffrance. Ce sont les épreuves. Et en réalité, pour pouvoir expérimenter le blanc, il faut connaître le noir. Vous voyez, c'est comme si la vie, c'était une palette de couleurs. Et en fait, plus on va expérimenter dans un sens, plus on va libérer l'autre sens, l'autre extrême. Et donc, il est essentiel de faire des expériences pour pouvoir libérer ce qui doit être libéré et vraiment exprimer, incarner, on pourrait dire, notre nature lumineuse sur Terre. Pour que notre lumière brille pleinement sur Terre, mais comme une expérience vécue, eh bien, il est essentiel de vivre toute une palette d'expériences. Et croyez-moi, moi je suis comme vous, si je pouvais me passer de certaines expériences douloureuses, de certaines émotions insupportables, je le ferais. Mais en réalité, cette souffrance, faut être réaliste, c'est un moteur très puissant de changement. Je dis souvent qu'il y a deux façons d'entrer vraiment dans une démarche de transformation intérieure. La première façon, c'est d'atteindre et de dépasser la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la limite du supportable. La souffrance est trop grande, je dois réagir. Deuxième façon d'entrer dans cette démarche profonde de transformation intérieure, c'est l'éclair de sagesse ou l'éveil, comme par exemple Eckhart Tolle peut le décrire dans son livre « Le pouvoir du moment présent ». Moi, personnellement, j'ai pas connu ça, donc je fonctionne à la souffrance et c'est ce qui me fait réagir. Et 99, pour ne pas dire 100% des femmes que j'accompagne, c'est la même chose. C'est cette ligne rouge. Donc pourquoi des épreuves ? Peut-être parce que c'est notre expérience. Notre expérience doit passer par ces épreuves pour nous obliger, en un certain sens, nous inciter fortement à réagir et à transformer. Et cette transformation, ça passe par la reconnaissance de qui on est. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné le nom Expérience au programme que je propose aux femmes sensibles depuis 2017. Parce que nous sommes là pour faire des expériences et faire notamment la grande expérience, c'est l'expérience de qui on est. Quels sont les deux grands pièges maintenant qu'on commet habituellement et que tu commets très probablement face aux épreuves de la vie ? Pour moi, il y a deux pièges. Il y a ce que j'appellerais le piège classique, et il y a ce que j'appellerais le piège évolué, pour celles qui font du développement personnel depuis déjà un petit moment. Le piège classique, c'est quoi ? C'est le mode victime. Le mode victime, on n'est pas vraiment dans un cheminement personnel spirituel, alors on subit totalement. Quand une épreuve est là, on se répète intérieurement qu'on n'a pas de chance, que c'est injuste. Il y a une vague d'émotions très importante qui est là et on est totalement entraîné dans cette vague d'émotions. Elle fait ce qu'elle veut de nous. Résultat, on est prisonnière de schémas, de réactions automatiques. On n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à faire un pas de côté. On est complètement dans la réaction automatique. On a des réactions qu'on regrette d'ailleurs régulièrement, qui font d'ailleurs entre parenthèses du mal autour de nous et qui vont créer d'autres vagues d'épreuves de vie et de souffrance pour les autres. Et puis, on n'apprend rien finalement. On n'apprend rien au fond. Quand je parle d'apprendre, c'est avec le cœur. On n'apprend rien, du coup, on sort fragilisé de l'épreuve, encore plus fragilisé, et on est encore moins en mesure de surmonter la prochaine épreuve. Prochaine épreuve qui ne manquera pas d'arriver, parce que tant qu'on n'a pas appris
et libérer ce qu'on avait à libérer, eh bien une prochaine épreuve se présentera sous une forme parfois différente, parfois vraiment ressemblante, qui se présentera donc pour qu'on apprenne enfin ce qu'on n'a pas réussi à apprendre jusque-là, et ainsi de suite. Tant qu'on n'apprend pas, mais encore une fois, apprendre avec le cœur, pas apprendre avec la tête, eh bien de nouvelles épreuves arriveront et nous mettrons en face des mêmes blessures qui seront mises en lumière, etc. On va vraiment rester dans ce cercle vicieux. Oui, je dis cercle vicieux parce que on ne repart pas à zéro à chaque fois. On repart à chaque fois avec des croyances en plus, avec de l'énergie en moins, avec une fragilité en plus. Si on n'entre pas vraiment dans une démarche profonde, et je vais en reparler après, de comment on surmonte les épreuves de vie. Donc ça, c'était le piège classique, le mode victime, je subis les épreuves. Maintenant, je constate quand même que de plus en plus, parce que j'accompagne des femmes qui sont dans un développement personnel depuis des mois et souvent des années, il y a un piège un petit peu plus évolué qui est bien présent, très fréquemment présent, pour celles qui font, entre guillemets, du développement personnel. Ce piège, c'est quoi ? C'est, il y a une épreuve de vie qui est là, mais je sais que je dois rester positive. Du coup, je fais tout pour rester positive. Donc, sans même faire attention, même si je sais qu'il ne faut pas classer positif, négatif, dans les faits, je n'ai pas envie de voir cette émotion désagréable qui est là. Non, moi, ce que je veux, c'est cultiver et nourrir le positif. Donc, eh bien, je dénigre plus ou moins, je cache un peu sous le tapis les émotions qui sont là. Mais par contre, je sais que je dois apprendre. Donc, ce que je fais, c'est que j'analyse beaucoup la situation pour essayer d'apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça ? J'essaie de comprendre. Donc, j'analyse, j'interprète, je trouve des arguments, des bonnes raisons, etc. Mais concrètement, là, ce qui se passe, c'est que peut-être que j'apprends avec ma tête, mais j'apprends pas avec le cœur. Et si je n'apprends pas avec le cœur, ça ne me transforme pas. Si j'apprends uniquement avec ma tête, ça reste de l'information, ça m'informe, mais ça ne me transforme pas. Et donc, parce que ça ne me transforme pas, eh bien, même chose, une prochaine épreuve se présentera pour que j'apprenne et je reste encore dans ce cercle qui est peut-être un peu moins vicieux malgré tout que le premier, dans la mesure où je ne suis pas totalement prisonnière de mes schémas. J'essaie de rester positive, donc je me renforce quand même en un sens, mais malgré tout, il n'y a pas de transformation. Donc ça, ce sont les deux grands pièges qu'on commet habituellement face aux épreuves de la vie, piège classique et piège évolué pour celles qui font, entre guillemets, du développement personnel. Je fais le signe entre guillemets, bien que personne ne me voit. Donc voilà pour cette deuxième question. Troisième question, faut-il apprendre ou faut-il changer quelque chose autour de moi quand je suis face à une épreuve ? C'est une question qu'on me pose souvent. Parce que cette démarche de dire je dois simplement apprendre, je dois accepter, ça pourrait donner l'impression qu'on se désengage un peu du vivant, du matériel, du concret et qu'on dénigre un petit peu aussi ce changement extérieur. Alors faut-il apprendre, faut-il changer ? Je dirais qu'il n'y a pas une réponse. En fait, non, il n'y a jamais de réponse claire à la question « est-ce qu'il faut changer autour de moi quelque chose ou pas ?» C'est très très difficile en réalité et j'ai déjà abordé cette question dans l'épisode « Choix de peur, choix du cœur » qui est l'épisode 3 de mémoire, de savoir quelle est la meilleure option quand je suis face à des choix. Je sais qu'on adorerait ça. On adorerait, alors principalement quand on est hypersensible et qu'on a beaucoup de mal à prendre des décisions, on adorerait être face à un éventail d'options et que quelqu'un nous dise « la bonne option, c'est celle-là ». Mais en réalité, personne ne peut vous dire ça, ni même vous d'ailleurs. Il est très difficile, voire impossible de savoir quelle est la meilleure option. Mais il y a une chose qui est absolument sûre, quelle que soit l'épreuve de vie devant laquelle on se trouve, c'est qu'il faut apprendre avec le cœur quelque chose. Si l'épreuve est présente, si la souffrance se réveille, si une blessure est ravivée, elle est mise en lumière, elle est mise en lumière pour qu'on la libère. Donc il faut toujours apprendre avec le cœur. Changer à l'extérieur ou pas, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, notre chemin, c'est d'apprendre. Apprendre de cette situation. Si je n'apprends pas de cette situation, je vais répéter les mêmes schémas ailleurs. Et la vie va me redonner des situations désagréables à vivre pour qu'enfin je libère cette blessure.
Je vais donner un exemple. L'exemple de Sophie, par exemple, qui vient de vivre une blessure amoureuse. Elle a été trahie par son compagnon et donc, elle décide naturellement de changer de compagnon. Mais si elle ne prend pas le temps de regarder la blessure qui a été ravivée en face, si elle ne prend pas le temps de soigner, de libérer cette blessure, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Elle va peut-être changer de compagnon, mais elle va rester dans des schémas dictés par la blessure, parce que la blessure est toujours présente. Comment ça va se manifester concrètement ? Soit elle va retrouver les mêmes types de situations dans sa vie amoureuse, soit elle va elle-même prendre les devants et créer quelque chose d'extrêmement contre-productif dans sa vie amoureuse, soit elle va vouloir prendre même le contre-pied, faire l'inverse, mais de manière excessive, parce que tant que la blessure est là, il n'y a pas de réaction libre et consciente, et donc elle va de toute façon recréer les mêmes schémas. Et en admettant qu'elle tombe sur le compagnon idéal et parfait, qui pour le coup ne ravive pas trop cette blessure, elle va de toute façon la revivre dans d'autres domaines de sa vie. Tant que la blessure n'est pas libérée, la vie va nous donner à vivre des situations pour qu'elles soient mises en lumière, pour qu'enfin on fasse le travail qu'on a à faire sur cette blessure. Donc pour savoir si je dois apprendre ou changer quelque chose, il y a une règle simple à énoncer, difficile à mettre en place, mais cette règle, c'est de dire, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, avant d'essayer de changer à l'extérieur, je vais déjà faire le travail intérieur. Je vais déjà apprendre sur moi ce que j'ai à apprendre. Je vais déjà faire de mon mieux pour devenir heureuse dans la situation. Et ensuite seulement, depuis ce nouvel espace, un peu apaisé, un peu libéré, là, éventuellement, je vais essayer de changer la situation autour. Donc toujours faire ce travail intérieur en premier, et une fois que la situation est un peu assainie, changer autour. Je mets bien sûr un bémol là-dessus, c'est que dans certaines situations, pour faire ce travail intérieur, j'ai besoin de me renforcer. Et parfois, le contexte peut rendre cette solidité difficile, parce que ça crée beaucoup de remous en permanence et qu'on perd pied. Donc voilà pour cette question, apprendre ou changer quelque chose. Et avant d'entamer vraiment ce chemin pour surmonter les épreuves de la vie, comment je vois les choses et ce que je propose aux personnes que j'accompagne. Dernière question, accepter, est-ce que c'est toujours la meilleure réponse ? Et vraiment, j'ai accompagné plusieurs milliers de femmes. Et je suis vraiment convaincue que la réponse à cette question, c'est non. C'est non, parce que accepter, c'est pas toujours la meilleure réponse exactement à cet instant. Et là, je dirais qu'il y a un autre piège du développement personnel que je n'ai pas évoqué. Et c'est peut-être un piège encore un peu plus évolué. Vous voyez, il y a un peu 3 niveaux de piège. Je subis, je suis en mode victime. 2e niveau de piège, je veux que du positif, je dénigre l'émotion désagréable. 3e niveau de piège, ça pourrait être je veux absolument accepter. Je veux absolument accepter cette émotion insupportable parce que je sais que je ne dois pas simplement me tourner vers le positif, que si je fais ça, je suis dans une démarche superficielle, etc. Et donc, je veux absolument accepter. Et donc, je vais au contact de l'expérience négative, de la souffrance, de l'émotion, etc. Et je mouline. Si je n'ai pas derrière moi un paradigme fort de pourquoi je suis en train de faire ça, si je n'ai pas derrière moi une certaine solidité, je peux vraiment me faire du mal à faire ça. Et les vagues émotionnelles peuvent me submerger de plus en plus. Je suis vraiment convaincue parce que j'accompagne un certain nombre de femmes qui ont traversé beaucoup d'épreuves de vie et qui n'ont plus beaucoup d'énergie, qui sont très fragilisées en fait par toutes ces vagues d'émotions qu'elles subissent. Et je vois que tout de suite chercher à accepter l'émotion qui est désagréable, c'est pas toujours la meilleure option. Parfois, il faut vraiment prendre du temps pour exercer au préalable sa capacité de résilience, pour nourrir son énergie, pour s'entourer positivement, bref, pour être plus solide avant d'aller se confronter à l'émotion. Et ce constat que j'ai pu faire, on va dire qu'environ la moitié des femmes que j'accompagne ont vraiment besoin, en premier lieu, d'un entraînement très doux et vraiment de venir nourrir tout ce positif en elles, parce que ça vient faire vibrer notre nature et ça nous donne plus de force et de solidité. C'est vraiment important. Au moins la moitié des cas, c'est vraiment essentiel de prendre les choses comme ça, dans cet ordre-là.
Pour autant, bien évidemment, il ne s'agit pas de s'enfermer dans ce positif et de résister à ce qui se passe. Donc vous l'avez compris, la clé, c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre entre les différents axes, on va dire, de travail intérieur, dont je vais vous parler juste après, parce que s'enfermer finalement dans l'un ou l'autre de ces axes, eh bien c'est tomber dans un écueil et ça nous empêche d'apprendre en profondeur et donc de nous transformer. Alors comment fait-on maintenant ? Au lieu d'essayer donc d'arrêter la vague, on l'a compris, ou d'être toujours sur le haut de la vague, ou de passer du temps dans le creux de la vague avec la tête sous l'eau, l'objectif, l'enjeu, c'est d'apprendre à naviguer avec les vagues. Voilà. Et là, je fais le signe de la vague que personne ne voit. Donc c'est vraiment de naviguer avec les vagues. Comment est-ce qu'on va trouver cet équilibre-là ? Ce que je vous propose dans la suite de cet épisode, c'est justement un petit pas à pas. Un chemin pour surmonter ces épreuves, vraiment avec 2 grands axes de travail. Ce qu'on doit faire sur le coup quand l'épreuve est là, et le travail de fond qu'on doit impérativement faire. Et là, j'ai envie de dire, on passe beaucoup de temps à chercher notre mission de vie, mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que notre mission de vie numéro 1, c'est ce travail de fond. Trouver ma mission, est-ce que je dois accompagner les autres en faisant de la sophrologie, de l'art-thérapie, de la formation, etc. Ça, c'est le cadre extérieur. Mais le plus bel apport qu'on peut faire au monde, à nos proches, à nous-mêmes et même aux personnes qu'on ne connaît pas, parce que par ricochet, ça touche tout le monde, c'est ce travail de fond. C'est cette grande démarche intérieure de nettoyage et d'amélioration continue. Et on ne parvient à faire ce qu'on doit faire sur le coup, et donc à surmonter les épreuves de la vie, que si on fait ce travail de fond. Sinon, la vague émotionnelle, elle est trop importante. Et ça, c'est vrai dans 100% des cas. Personne ne va réussir à surmonter et à apprendre d'une épreuve difficile s'il n'est pas déjà dans un entraînement, s'il ne sait pas ce qui est attendu, s'il n'est pas déjà habitué à faire cette démarche. Je vais en présenter les étapes. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Je sais que la souffrance, c'est notre moteur, et donc on réagit principalement au pic de souffrance. Mais là, il faut vraiment commencer à intégrer autre chose. C'est que c'est pas quand le pic de souffrance est là que je vais révéler ma grande force et que je vais réussir à surmonter et à dompter la vague. C'est parce que je me suis entraînée régulièrement, que je sais comment on dompte une vague et que je suis habituée à dompter des petites vagues. La première chose à faire pour surmonter ces épreuves de vie, la première chose à faire, c'est de nourrir en continu un changement de paradigme en soi. Ce changement de paradigme, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de passer de « quelle horreur cette épreuve, j'ai vraiment pas de chance », le mode victime, à « la vie est en train de m'offrir ce dont j'ai besoin pour que j'apprenne ce que j'ai à apprendre ». Donc vraiment passer de cette posture passive, de victime, qui subit, qui est enfermée dans des automatismes, qui est noyée par ses émotions, à une posture active, d'acceptation, qui utilise l'épreuve pour retrouver sa liberté, pour créer la vie qu'elle a envie de mener et pour avoir cet impact positif sur les autres. Donc là déjà, il faut travailler à nourrir ce changement de paradigme. C'est essentiel. Et pour le faire, il faut être au contact de personnes qui véhiculent ce nouveau paradigme. Okay. Donc faites une liste de personnes qui présentent les choses de cette façon, qui vous aident à voir le monde et la vie de cette façon, différemment, et passez le plus de temps possible au contact de ces personnes. Ensuite, deuxième chose à faire, deuxième étape. Donc déjà, ça, c'est vraiment le travail de fond. Nourrir le paradigme, c'est pas quand l'épreuve est là, c'est en permanence. Ensuite, j'insiste sur un point, c'est que tout va dépendre du degré de souffrance qui accompagne l'épreuve qu'on traverse. Il y a vraiment des épreuves qui ont besoin d'énormément de temps, de bienveillance, de douceur. Et donc là, c'est important de ne pas se mettre de pression. Il va falloir trouver le juste équilibre, en fait, entre la pression, c'est-à-dire à un moment donné, stop, j'arrête avec ça, et vouloir se brutaliser et aller plus vite
que le travail parfois d'acceptation qui se fait naturellement, ou le temps tout simplement qui fait son œuvre. C'est-à-dire que l'émotion soit un peu moins intense. Sinon, on risque de tomber dans certains pièges. Donc pas forcément chercher à se précipiter non plus, ni à juger ce qui est en train de se passer. Par exemple, j'y arrive pas, je suis vraiment nulle. Parce que là, une fois de plus, c'est le mode victime qui est à l'œuvre, qui fait ses preuves. Donc il est très important dans une majorité de cas, et notamment si l'épreuve est à intensité douloureuse, c'est de prendre le temps de se renforcer, de créer de la résilience, en s'aidant bien sûr des émotions positives, ce qu'on aime ressentir. Ça nous aide à recréer de l'énergie, ça nous aide à revenir au moment présent, ça nous aide à nous recentrer en nous-mêmes plutôt que de nous éparpiller dans nos schémas et nos émotions. Donc le temps aide à cela bien sûr, mais en parallèle, ça va être essentiel pendant une phase donc plus ou moins longue de nourrir tout ce qui nous fait du bien. Aller chercher les rayons de soleil dans la tempête, les petits moments joyeux, le contact de personnes ressources, d'aller aussi au contact de nos talents, au contact de nos valeurs, bref. Encore une fois, dans une majorité des cas, c'est vraiment essentiel de prendre le temps de faire tout ça avant de se confronter directement au négatif. Et donc, encore une fois, pour moi, ici, il y a un piège plus du développement personnel face aux épreuves qui consiste à essayer d'aller trop vite. Parfois, on n'a pas assez d'énergie ni de force pour aller face à l'émotion négative. On a besoin d'un entraînement. On a besoin de nourrir déjà cette résilience, cette énergie à l'intérieur de soi et de créer un environnement propice à la démarche qui nous attend ensuite, qui est la démarche d'acceptation. Ok, donc première étape, vraiment nourrir ce changement de paradigme en soi en permanence. Deuxième étape, vraiment dans une grande majorité des cas, c'est de prendre le temps de se renforcer, de recréer de l'énergie, de créer l'environnement propice, d'être un peu plus solide. Et ensuite, troisième étape, c'est la démarche d'acceptation de l'épreuve. Et dans cette démarche d'acceptation de l'épreuve, il y a une autre erreur qui pointe régulièrement le bout de son nez chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est de chercher à comprendre mentalement. Alors c'est complètement naturel. On est vraiment habitué à fonctionner, à vivre par notre mental. Voilà, donc 95% du temps, on vit notre vie uniquement par ce mental qui pense, qui interprète, qui est un peu avant, qui est un peu après. Et on passe très très peu de temps dans la présence, vraiment la présence de ce qui est là en cet instant. Et donc c'est tout à fait naturel que lorsqu'on est face à une épreuve de vie, on va chercher à faire la même chose. Donc on va chercher à comprendre mentalement, c'est-à-dire analyser la situation, trouver des bonnes raisons, trouver des arguments, etc. Mais comprendre mentalement, ça ne suffit pas à sortir d'un schéma. Comme je le disais, ça reste au niveau de l'information. Pour sortir d'un schéma, on doit l'accepter avec le cœur. C'est un autre type d'acceptation, puis je vais vous expliquer comment ça marche concrètement, avec mon mental, qui explique du coup et qui vous présente un processus. Pour sortir d'un schéma, il faut intégrer. Il faut intégrer les leçons. Et on intègre les leçons lorsqu'on accepte avec le cœur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire observer simplement ce qui est présent. D'abord, en se reliant au paradigme, je suis là pour apprendre, je suis là pour me découvrir, je suis là pour me reconnaître, je suis là pour créer une vie à mon image, grande et lumineuse. Et cette observation simple, elle demande, au-delà donc de ce paradigme, elle demande un entraînement progressif. Un entraînement progressif à l'observation, c'est-à-dire exercer sa capacité d'attention, porter son attention sur quelque chose, maintenir son attention sur l'objet qu'on a choisi. Et dans cet entraînement progressif à l'observation, à la capacité d'attention, je vous invite vraiment à faire attention à la dépendance au support. C'est essentiel, lorsqu'on est dans cet entraînement, de varier les sources d'entraînement, de varier les formats, 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, de varier les fréquences, 3 fois par jour, 2 fois par jour, 10 fois par jour, 1 minute par exemple, de varier les supports. Le problème qui peut se poser ici,
pour exercer sa capacité d'attention, donc c'est une forme de méditation. Le problème que je vois ici, c'est souvent l'attachement à des méditations guidées, agréables, entre la relaxation, etc. Toujours sous le même format, toujours dans le même environnement positif, la posture particulière, la bougie, etc. Et là, le souci qui se pose, c'est que beaucoup de personnes créent une sorte de nouvel attachement, en fait, à ces conditions propices. Parce qu'en fait, notre objectif à nous, on est bien d'accord, ça va être de pouvoir mettre ça en application quand il y a une émotion désagréable qui se présente, quand il y a une épreuve de vie qui se présente. Et quand une émotion désagréable se présente, on est rarement dans un environnement de relaxation, avec une voix qui nous guide dans une méditation. Donc à un moment donné, c'est vraiment important de sortir de ce cadre de la méditation telle qu'on l'entend pour cultiver une nouvelle façon d'observer de manière bienveillante ce qui est en train de se passer. Et honnêtement, je le redis, tout est dans cette observation bienveillante de l'émotion qui est présente dans la situation difficile, de la blessure qui est en train de se révéler, de se réveiller. Eh bien, cette observation bienveillante, c'est elle qui va pouvoir, on pourrait dire, percer les secrets de cette émotion. Percer les secrets de cette émotion. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on est en train de faire quand on observe. On observe pour voir le cœur, la nature de l'émotion. On n'est pas en train d'analyser ce qui s'est passé, la situation, et il m'a dit ça, et pourquoi, et les bonnes raisons, et les pas bonnes raisons. On est simplement en train d'observer ce qui se joue en nous. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir entre essayer de comprendre la situation et observer le flot d'émotions qui est là, observer la tempête qui est à l'intérieur de nous, pouvoir respirer avec cette tempête et l'observer. Eh bien, ça n'a rien à voir. On voit bien que le mécanisme est très différent. Je voulais maintenant vous donner un exemple un petit peu concret, un exemple illustré. On va reparler de Sophie, qui est bien sûr un prénom choisi purement au hasard. Et donc Sophie qui a été trahie par sa moitié. Donc qui s'est aperçue, après avoir remarqué que son compagnon changeait un petit peu d'attitude, eh bien s'est aperçue qu'il menait une double vie et qui vit une véritable tempête en elle. Ok, une sorte de tsunami intérieur, on peut bien imaginer, de se sentir trompée, de se sentir humiliée, de se sentir blessée. Sophie qui se juge durement, qui se remet en question, c'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce que je suis trop ci, parce que je suis trop ça, qui a du mal à faire confiance, à se faire confiance aussi, et qui vit une forme de tsunami, comme si tout s'écroulait autour d'elle. Donc dans cette nouvelle posture, si Sophie met en application du coup ce chemin pour surmonter cette épreuve qu'elle traverse, eh bien elle va déjà avoir besoin de temps. Parce que la blessure qui s'est réveillée, elle est profonde. Ça soulève encore une fois une tempête d'émotions désagréables et négatives, plombantes. Sophie, elle a besoin de temps. Donc pendant ce temps-là, déjà, elle va aller chercher du soutien. Donc comme je le disais, une phase de renforcement, de solidité. Chercher du soutien auprès d'amis, chercher du soutien auprès de proches. Elle va également s'accorder du temps pour elle. Par exemple, acheter de nouveaux vêtements, par exemple, prendre soin de son physique, aller se faire masser, se faire un soin du visage, acheter du nouveau maquillage pour retrouver un petit peu cette confiance. Elle peut également prendre le temps de s'accorder des pauses, de prendre de la distance, bien sûr, avec son compagnon, donc partir en week-end, bref, vraiment cette phase-là pour retrouver de la force. Donc c'est ce que je disais, vraiment étape 2, c'est de prendre le temps de se renforcer, de retrouver de la solidité. Et donc, par contre, on est d'accord que si on se contente de faire ça, changer de compagnon, nourrir tout ce qui est positif, on n'est pas vraiment en train de traiter la blessure elle-même. Donc, qu'est-ce qui doit se passer ensuite pour Sophie dans cet exemple-là ? Eh bien, une fois qu'elle se sent plus forte, une fois qu'elle a pris ce recul, qu'elle est allée au contact de ces personnes qui l'aident, qu'elle a pris une distance avec cette personne qui l'a blessée, alors là, elle va pouvoir commencer à se familiariser avec cette épreuve. Et surtout, au-delà de l'épreuve, avec tout ce que cette épreuve est allée révéler et créer en elle. Parce qu'encore une fois, c'est pas l'épreuve elle-même qui va nous faire progresser, c'est vraiment à l'intérieur de nous que ça se passe. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire ici, Sophie ? Concrètement, elle va aller pas à pas, régulièrement, par petites étapes, apprendre à tourner son regard vers elle, à l'intérieur.
Elle va commencer par exemple par ce qu'elle ressent physiquement, ses sensations corporelles. Ensuite, elle pourra progressivement peut-être prendre comme support la respiration. Et puis, pas à pas, elle va pouvoir évoluer vers l'émotion. Écouter les émotions qu'elle ressent à un instant T. Apprendre à repérer les signes d'un inconfort physique ou émotionnel. Apprendre à repérer ses besoins également. Mais vous voyez, avant même de se confronter à la tempête d'émotions qu'elle a vécue dans la situation douloureuse, il y a besoin de ce temps d'apprentissage. Se familiariser avec tout ce qui se passe à l'intérieur, tous ces phénomènes. Et puis petit à petit, et encore une fois progressivement dans ses pratiques, là, Sophie, elle va pouvoir faire revenir la tempête qu'elle a ressentie, le manque de confiance qui a laissé une trace, le sentiment d'humiliation qui a été réveillé, les autres blessures, la trahison, la déception, la peur peut-être, pas pouvoir faire confiance aux autres, d'être seule, etc. Et là, petit à petit, elle va pouvoir donc inviter progressivement ces différentes émotions et passer du temps avec elles, dans cet espace intérieur pour les observer, jusqu'à voir leur vraie nature d'émotion. Jusqu'à prendre conscience de ce que son chemin à elle, c'est de regarder en face cette blessure, qui était déjà là en réalité, qui a simplement été réveillée par l'épreuve. Ce qui est important ici pour Sophie, dans cet exemple, c'est qu'elle commence doucement et que petit à petit, elle va pouvoir augmenter le volume de cette émotion et la regarder un peu plus en profondeur, jusqu'à voir sa vraie nature. Et c'est au moment où elle va voir cette vraie nature d'émotion, parce qu'elle a passé du temps avec elle, qu'elle va la libérer. Et concrètement, libérer l'émotion, libérer la blessure, c'est comme si on était face à un nœud d'émotion et qu'en fait, on commence à le desserrer. Et que là, le nœud devient moins fort, moins dense, et on a déjà de l'espace en fait qui arrive à passer entre les fils. Et là, on s'aperçoit que l'espace peut circuler. Cet espace, c'est notre liberté de réagir aux événements. C'est notre liberté de réagir aux épreuves. C'est notre liberté d'apprendre ce qu'on a à apprendre sans ajouter de souffrance à la souffrance. Parce que ce qui nous fait le plus mal dans ces épreuves, c'est tout ce qu'on ajoute aux situations. C'est pas les situations elles-mêmes, c'est pas les épreuves elles-mêmes. Donc voilà le chemin en fait que Sophie doit suivre. Et évidemment, si Sophie, elle est engagée au quotidien déjà dans cette démarche d'apprentissage, si elle baigne dans ce paradigme, si elle fait cet entraînement progressif, eh bien face à une épreuve comme celle-là, elle va pouvoir réagir beaucoup plus rapidement. Elle va pouvoir réagir avec beaucoup moins de souffrance. Et du coup, autre effet qui se coule, elle va éviter de répercuter cette souffrance à l'extérieur. Parce que lorsqu'on est en souffrance, on fait du mal autour de nous. Et d'ailleurs, les personnes qui nous font du mal sont des personnes en souffrance. On ne peut pas être parfaitement bien dans sa vie et serein dans sa vie et faire du mal autour de soi. Ça ne va pas ensemble. Donc voilà ce que je voulais partager un petit peu dans cet exemple. C'est vraiment l'importance de cette progression, de cet entraînement, de faire les choses pas à pas et d'éviter les différents écueils. Donc voilà par exemple un processus qui permet d'éviter les différents écueils. Par contre, donc ce que je n'ai pas partagé ici dans l'exemple de Sophie, donc je le redis, c'est l'importance pour Sophie d'être dans un travail comme celui-ci en permanence. Pour ne pas attendre la big épreuve pour réagir, mais pour être vraiment dans un entraînement régulier. Et ce qui est génial dans la vie, c'est que tous les jours, on a des petites épreuves qui nous permettent d'être dans cet entraînement régulier. Ce qui va être essentiel d'avoir, c'est une discipline. Une discipline d'amélioration continue permanente. Une discipline de libération permanente. Une discipline de création permanente de qui on est. Et donc pour revenir sur cet exemple et sur ce cheminement, l'acceptation, vous l'avez compris, ce n'est pas une pensée d'acceptation, c'est de l'observation, neutre, bienveillante, qui baigne dans ce paradigme de « je suis là pour apprendre », pas « je juge cette épreuve », pas « j'accuse l'autre de tous mes maux », simplement l'autre, par sa propre souffrance, vient de réveiller ma propre souffrance. C'est tout. Et parce qu'il a réveillé cette souffrance, je vais pouvoir la libérer. Jusqu'ici, j'en avais pas conscience, je croyais que tout allait bien, mais je vivais en fait dans une forme avec des œillères. Et là, je viens de prendre conscience de quelque chose, et je vais pouvoir le libérer. Donc, pour surmonter les épreuves de la vie, petite synthèse, ce qui va être essentiel, c'est de comprendre que je dois faire un travail de fond, et encore une fois, c'est ça ma mission numéro 1.
Donc de maintenir ce travail sur soi en permanence, s'entraîner régulièrement tous les jours à cette prise de recul, qui va me permettre de nourrir un nouveau paradigme, qui va m'aider à apprendre à tourner mon regard vers moi et à observer ce qui se passe dans l'invisible, parce que ça a des effets bien visibles. Ensuite, à faire ce travail de renforcement permanent, en venant vibrer qui je suis, en me recentrant sur moi, en nourrissant ces émotions positives, et également travail d'acceptation. Acceptation ensuite, observer sans juger les vagues d'émotions. Et bien évidemment, ce qu'il faut, c'est que ce travail de fond soit une routine de tous les jours. Et j'insiste parce que c'est cette routine, au-delà de tous les changements extérieurs qu'on peut faire dans notre vie, aller vivre à Bali, changer de maison, changer de compagnon, faire des enfants ou pas faire des enfants, changer de travail, changer de collègue, etc. C'est cette routine de vie, d'apprentissage, qui a le pouvoir de nous faire vivre une vie extraordinaire. Une vie qui nous ressemble. Une vie dans laquelle, grâce à cette discipline intérieure, on va briser la chaîne. Et je termine avec ça. Ce qui est essentiel dans surmonter les épreuves, c'est de briser la chaîne. On réagit, nous, bien évidemment, parce qu'on en a marre de souffrir. Donc au départ, notre démarche, faut le reconnaître, elle est un peu égocentrique, forcément. Mais il faut voir qu'au-delà de ça, il y a un enjeu bien plus grand. C'est de ne pas répercuter notre souffrance sur les autres. J'utilise avec mes enfants, moi, l'image du nuage noir. Lorsque je suis pas bien, que je nourris ce pas bien, que je l'envoie aux autres, c'est comme si j'envoyais un nuage noir qui est au-dessus de ma tête, au-dessus de la tête des autres. Et en fait, je vais leur rendre les choses de plus en plus difficiles. Si je subis une épreuve, je deviens le véhicule de cette énergie négative et plombée. Et d'une façon ou d'une autre, par ma réaction, par mes mimiques, par ce que je leur dis, par le modèle que je représente, je leur fais vivre à leur tour des choses désagréables. Alors bien sûr, avec ces choses désagréables, les autres, ils peuvent aussi faire leur travail sur eux. Mais si moi, je leur montre l'exemple de quelqu'un qui n'arrive pas à le faire, je vois bien que je leur facilite pas la tâche. Par contre, si je prends le temps de ce travail de fond, quand les épreuves sont là, je vais être capable plus facilement d'accepter. Je vais gagner du temps. Je vais pouvoir choisir plus facilement ma façon de réagir en conscience. Et alors là, je vais envoyer aux autres quelque chose de très différent. Je vais leur envoyer un modèle de quelqu'un qui reste solide dans les épreuves. Je vais leur envoyer une énergie de présence. Je vais leur envoyer un nuage clair, un nuage soutenant, un nuage blanc, un nuage positif. Je vais leur montrer que c'est possible. Et ça brise la chaîne de l'épreuve. Car même si eux, dans leur vie, traversent d'autres épreuves, nécessairement, ils vont voir, et ça peut être totalement inconscient comme mécanisme, que c'est possible de rester libre. Et en faisant ça, je les fais entrer dans une boucle vertueuse d'éveil et de reconnaissance de qui ils sont. Voilà, je voulais simplement terminer avec ce beau moteur de travail intérieur que de réaliser l'impact que ça a sur toutes les personnes qu'on côtoie au-delà de nous. Nos parents, nos collègues, nos proches, nos enfants, nos amis. On a un énorme cadeau, un magnifique cadeau, le plus beau, à leur faire ici. Alors comment réussir maintenant ce travail intérieur sur la durée? Comment mettre en pratique cette démarche d'amélioration continue de soi, on pourrait dire? Je te propose 2 choses pour continuer sur ce chemin. La première, c'est de télécharger la fiche d'auto-coaching que je te prépare et qui accompagne cet épisode pour t'aider à intégrer tous les enseignements de cet épisode qui a été assez dense. Et puis la deuxième chose, je t'invite à découvrir. Sur mon site Les Défis d'Ephizen, je vais te mettre un lien. La conférence que j'anime, 8 étapes clés pour créer la vie qui te ressemble, pour découvrir mon approche. Et si tu as déjà vu cette conférence ou si tu es déjà sûr d'avoir envie de t'engager dans cette démarche, tu peux aller voir directement le programme Expérience que je propose. C'est un programme longue durée sur 6 mois parce qu'il te permet d'intégrer ces mécanismes dans ta vie quotidienne sur la durée. Et ça, c'est vraiment essentiel pour engager vraiment une transformation enclenchée, une transformation profonde sur la durée et passer de comprendre avec sa tête à accepter avec son cœur. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi.
avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.